je ne suis pas aussi de ceux qui vont d'un thème pour écrire un sketch. Non. Parce que tu peux avoir une meilleure blague du monde. Si tu as un faux micro, si tu as un faux son. Dans une salle qui vous fait chaud. Voilà. Qui fait chaud, il n'y a pas de clim et tout ça, le public ne va jamais comprendre ta blague ou ne va pas rire à ta blague. Et si on en parlait de ce métier qui façonne, ce métier qui fait rire, de l'humour, et avec nous pour parler de ce métier, deux grands qui partagent le fleuve. Nous avons Herman Amissi de la République démocratique du Congo. Bonsoir Herman Amissi. Bonsoir Abdul Kabar. Welfare Kaya de la République du Congo. Bonsoir Welfare Kaya. Bonsoir Abdul. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous écouter à travers les plateformes de téléchargement et de nous regarder sur YouTube, la plateforme de Kabali Solo, YouTube, sur le compte de Kabali Solo. Vous regardez bien le podcast et si on en parlait, le terme de ce jour, c'est le métier d'humoriste ou de comédien. Et si on en parlait, jingle. Première question, messieurs, comment allez-vous? Et si on en parlait, pourquoi d'abord c'est toi qu'on salue? Toi, on te permet, on te salue comme ça. Je la salue. Pourquoi tu ne peux pas me saluer, mon frère? On est sur la même plateforme. Bonsoir, Welfare. Bonsoir, Herman Amissi. Monsieur Dadi, ça va et toi? Ah, Monsieur Dadi. Dadi. Ah, ok. Par signe de respect. Oui. On rappelle que vous étiez à l'affiche. Kabali Solo a produit un spectacle où il y avait... On n'était pas à l'affiche, je l'ai invité chez moi. Pardon, excuse-moi. Tu étais à l'affiche, c'était ton spectacle et tu l'as invité Welfare Kaya. Welfare Kaya, tu as quand même disposé de ton temps pour quitter la France, venir jouer au Palais des Congrès. C'était grand, magnifique, sold out. Ça, c'est sur sold out. Oui, ça, c'est sur sold out parce qu'il y avait des gens debout qui n'ont pas voulu rater le spectacle et c'était une belle expérience. Moi, je ne pouvais pas dire non, surtout quand on a le temps, je ne pouvais pas dire non. Pas parce que... En tout cas, c'était une belle occasion. C'est une belle occasion et voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais en fait, ils disent ils n'ont pas le temps, mais ils ont le temps. Ils ont le temps, mais ils veulent seulement dire non pour le plaisir de dire non. Pour le plaisir de dire. Toi, tu avais le temps et tu ne pouvais pas dire. Voilà, je ne pouvais pas dire non. Et je suis venu, voilà, tant mieux. Ça s'est très bien passé, en tout cas. Très bien passé. Et c'était sold out à plusieurs jours avant le spectacle. Ouais. Ça, c'était vraiment un bon signe. Ça montre que le public congolais a bien reçu l'information et avait hâte de découvrir le spectacle qui était préparé. Dani, comment tu te sens après avoir rempli le Palais des Congrès, doublement rempli le Palais des Congrès? Une fierté quelque part, mais surtout une reconnaissance envers ces publics qui s'est déplacé massivement, en grand, pour venir passer ces moments de bonne humeur et ces moments d'immaturité, c'est-à-dire le Palais des Congrès pour un congrès de l'immaturité. Eh bien, dis donc, j'espère que ça ne créera pas des problèmes. Non, ça va. Ça ira. Pour les habitués, vous savez que nous discutons autour d'un thème avec des invités qui sont en lien avec le thème. Vous le savez. Pour les inhabitués ou pour vous qui nous rejoignez pour la première fois, vous regardez, c'est le premier podcast congolais. Le format est très simple. C'est qu'autour de cette table, nous avons des invités, nous avons un thème. Et nous discutons, nous ne débattons pas. Nous discutons autour du thème. Et on a eu pas mal de podcasts et ça s'est très très bien passé. Et ce podcast-ci, le thème de cet épisode, c'est le métier d'humoriste au Congo. Métier d'humoriste au Congo, et si on en parlait. Toutes les questions autour des difficultés, des défis, des challenges et même des bonnes choses aussi, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, autour de ce métier qui façonne déjà, ce métier qui est devenu une référence. Ça fait plus partie des nouveaux métiers. Non, ça existe depuis le lutte de finesse, les gens gagnent de l'argent déjà depuis, il y a une industrie qui existe. Et pour le Congo, c'est depuis peu que ça commence à se professionnaliser. Donc, on va quand même discuter autour de ce beau métier qu'on aime. Le rire est important pour nous qui regardons, qui rigolons, pour vous aussi. Et il y a des gens qui en ont fait tout un art. Et cet art-là, je disais à côté, il y a l'aspect artistique, mais il y a aussi l'aspect de l'industrie, en fait, du showbiz. Donc, on va parler autour de ce business, autour de cet art-là, de l'humour, mais en République du Congo et en République démocratique du Congo. Donc, voilà un peu, on pose ce concept-là, on pose des sujets pour vous qui nous regardez, encore une fois, sur le compte YouTube de Kabali Solo et qui nous écoutez sur les plateformes de téléchargement. Donc, maintenant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez Herman Amissi qui est à ma gauche. Sauver le fleuve, c'est lui. Et puis, ça s'enchaînait un peu avec tout le monde à récupérer un peu de Sambou.
comment on crée un concept, comment on se sent quand on crée un concept en fait qui, tu sais, ça me rappelle le Ndombolo. Vous vous rappelez le Ndombolo à l'époque où Welfare Kaya, ça appartenait à quelqu'un, je pense même, hein, et puis tout le monde pouvait le reprendre sans qu'il y ait de polémiques. Sauver le fleuve, tu as créé le concept, tout le monde l'a repris, mais vraiment sans qu'il y ait une frustration, tout le monde l'a repris à sa sauce. Comment on se sent à ce moment-là? Est-ce qu'on est leader d'opinion, créateur stratégique, concepteur? Après, peu importe, je reste créateur de contenu. Je suis un créateur de contenu. Tu crées un concept, tu sors un concept et tout le monde, en fait, tout de suite, tout le monde l'utilise. C'est une fierté quelque part. Je vais utiliser un peu plus ces mots plus longtemps. Mais aussi, je l'ai dit, dans l'humour, pourquoi j'ai dit fierté, en fait? C'est que dans l'humour, on partage. Dans l'humour, on partage. Dans l'humour, on donne, en fait, et on laisse les autres utiliser, en fait, s'ils veulent. Et surtout, on ne doit pas oublier qu'il y avait une connotation sur ces concepts, en fait. On voulait prêcher la paix, on voulait prêcher l'union, on voulait prêcher l'amour entre les deux pays. Et dès le moment où, tout de suite, on épouse ces concepts, nous, on est fiers, on s'est dit, voilà, on peut l'utiliser, c'est pour tous les pays. Et c'était quoi l'objectif principal? Je suppose qu'on t'a posé 1001 fois la question. Mais d'où te vient le concept et c'est quoi l'objectif principal? C'était quoi l'objectif de Sauver le fleuve? Alors, il y avait des objectifs. Le premier objectif, c'était la bonne humeur. On devrait créer cette bonne humeur participative, je l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, la CAN ne devrait pas être seulement une fête des pays qui participent, des pays qui sont qualifiés. Pour moi, en fait, elle devrait être une fête africaine, totalement africaine, c'est-à-dire et les pays qui sont qualifiés et les pays non qualifiés. Du coup, pour que ça soit comme ça, pour que ça soit représenté comme ça, il faut trouver un moyen. Il faut trouver une possibilité, en fait, de joindre les pays qui ne sont pas qualifiés à ceux qui sont qualifiés. Et en réfléchissant, on s'est dit, comment le faire? Il faut être un peu taquin. Il faut arriver à trouver une liaison, en fait, entre les pays qui sont qualifiés et les pays qui ne sont pas qualifiés. On a la République démocratique du Congo, on a nos voisins à la République du Congo. Comment faire? Pendant qu'on a une richesse commune, un bien commun qui nous lie, qui est le fleuve Congo, mais tout de suite, on leur dit, les gars, nous, on va aller vous représenter à la CAN pendant que vous restez. Surveillant, gardez bien le bien commun que nous avons, qui est le fleuve. Mais entre autres, au-delà du message, en fait, des bonnes humeurs, être un peu taquin, mais tu comprends tout de suite, on rappelle au fait que ça nous appartient tous. Nous sommes tous un seul Congo. OK. Donc, c'est un concept qui parle à tous les pays africains, mais c'est un concept aussi qui concerne principalement l'histoire d'amour que partagent la République du Congo et la République du Congo. Ça, c'est très bien. Welfare Kaya, toi, tu n'as pas un personnage que tu incarnes. C'est-à-dire que Daddy, autant Daddy, Herman Amissi qui est dans la peau de Daddy, qui est au jeu de Daddy, toi, tu n'as pas un personnage que tu incarnes. Comment tu justifies ça? Je sais qu'il va mentir. Je mens rarement les jours comme ça. Là, on est un lundi le lendemain. Si vous sentez un peu plus de fatigue sur ce plateau, parce qu'on travaille sur le projet depuis 3 semaines quand même, il faut le rappeler. Pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ça fait 3 semaines qu'on travaille sur le projet. On est aujourd'hui lundi 29 avril, le lendemain du dimanche 28 avril, où ces messieurs ont cassé la baraque au Palais des Congrès. Donc il y a un peu de fatigue, il y a un peu ceci, comprenez-nous. Mais vous aurez l'essentiel de tout ce que vous devrez savoir autour de ce métier au Congo. Bien sûr. Alors, parler de personnages, je pense que j'ai du mal à incarner des personnages. Mais tu veux dire tout le temps, parce que tu incarnes tout le temps, sur scène, voilà. Mais tout le temps, voilà, de façon quotidienne et tout, j'ai vraiment du mal à être dans un personnage quelconque. Parce que il faut savoir que à la base, je suis quelqu'un de très timide. D'accord. Je rigole, je peux être un peu quelqu'un qui est ouvert avec les miens, les gens que je maîtrise, mais vraiment très souvent je suis très calme. Et donc j'ai du mal à ressortir le côté humoriste, le côté, je sais pas, avoir un certain type de personnage que tu mets en avant devant les gens. Généralement les gens me disent même, mais toi on peut pas savoir que tu es humoriste. On peut pas savoir que tu es humoriste parce que ça se fait pas voir, quoi. D'accord. On a un ami qui s'appelle Benji, je lui fais un coucou. D'ailleurs. Et lui, par exemple, là où il est, on sent que c'est un humoriste. Voilà. Parce qu'il n'a rien à faire. Il est toujours là en train d'inventer et tout. Mais par contre, moi, personnellement, je suis pas... Un banquier, un cadre d'entreprise, voilà, un entrepreneur. Si je mets une veste, on peut croire que c'est quelqu'un, un témoin de Jéhovah peut-être, qui...
je sais pas, je travaille dans l'administration et tout, donc j'ai vraiment du mal. Mais sur scène, il y a des spectacles où j'incarne plusieurs personnages, par exemple. Il y a des spectacles où je reste dans un personnage, mais le personnage de Welfare Kaya, et c'est tout. Mais je peux faire intervenir un, deux, trois personnages, mais pas vraiment totalement. Parce que il y a les gens, tu vois, il y a le spectacle que tu fais où tu es toi. Quand je dis tu es toi, ça dit avec le nom Welfare Kaya. Tu n'es pas toi comme dans la vraie vie, comme tu marches et tout. C'est un personnage que tu incarnes, le personnage de Welfare Kaya, mais tu te limites là parfois. Ou dans ton sketch, tu peux faire intervenir un seul personnage. Mais il y a des moments aussi tu peux faire intervenir plusieurs personnages. C'est-à-dire, on te voit dans le rôle du pasteur comme on a fait hier. On te voit dans le rôle d'un frère de l'église. On te voit dans le rôle d'un banquier. On te voit dans le rôle d'un... Donc, il y a tout ça. Mais dans la vraie vie... on est posé. Parce que je suis enseignant aussi à la base. Tu parles? Je suis enseignant aussi. Ah, tu es enseignant, d'accord. Ouais. Donc ça a quand même mis le côté sérieux. C'est un défaut de formation. Je voulais même rebondir sur ce qu'il a dit. Il dit quelque part, il n'incarne pas des personnages. Moi, je voulais tout de suite, au fait. Il incarne un personnage. Et d'ailleurs, il sait bien le faire. Mais seulement, il n'a pas une casquette. Il n'a pas une casquette directe, au fait. Il n'a pas une identité artistique. Il n'a pas une identité... Non. Il n'a pas d'identité artistique. Parce qu'il a l'identité artistique. Il a une identité artistique. Il y a du Welfare Kaya. Oui, ça, c'est du Welfare Kaya. OK, mais il n'a pas une casquette qu'il incarne, en fait. Par exemple, aujourd'hui, si tu dis Herman Amissi, certaines personnes vont te dire Daddy. Mais tel que je suis là, je ne joue pas, en fait, les pasteurs tous les jours ou sur chaque scène. Je m'adapte. Mais donc, le daddy, c'est quoi finalement, si c'est pas un personnage? Alors, les daddy partent de quoi? Si, c'est un personnage. Ok. Donc, Herman Amissi crée un personnage qui s'appelle Daddy. Après, je me dis, est-ce qu'il y a une différence entre un personnage et une casquette? Non. Une casquette, ok. Non, c'est la même chose. Non, moi je pense que c'est la même chose parce que la casquette, on l'utilise pas au sens propre, c'est au sens figuré. Je veux dire, c'est une tenue, une veste que tu mets. Même au sens propre, tu vas pas dans ta douche avec ta casquette. Tôt ou tard, tu dois. Voilà, tu dois enlever. Ça s'appelle casquette. Voilà, tu dois enlever et tout. Ces personnages du pasteur, comment il arrive? C'est dans la manière de faire, comment j'oriente mon humour. D'accord. Je me dis, que font les pasteurs? Les pasteurs prêchent. Or, prêcher, c'est éduquer. Oui. C'est instruire, c'est former. On dit l'humour, c'est un instrument que tu as entre tes mains. C'est toi qui décides comment tu l'utilises. Et si moi, je décide d'utiliser l'humour, en fait, pour prêcher, pour éduquer, pour former, c'est que je peux prêcher l'humour. En prêchant l'humour, ben voilà, je me dis, je suis prédicateur de la bonne humeur. Oui. Et tout de suite, au Congo, en fait, quand on dit prédicateur, pasteur. Oui. Pasteur, daddy. C'est comme ça que le public m'a dit, c'est daddy. Mais est-ce que ce ne serait pas, Welfare, Herman, ce ne serait pas un univers artistique ou ce ne serait pas une ligne éditoriale? Est-ce qu'à ce moment-là, parce que quand Welfare Kaya, c'est déjà son nom, hein. C'est un nom de scène, mais ce n'est pas un nom d'emprunt. Il s'appelle Welfare Kaya. Tu t'appelles bien Herman Amissi. Bien sûr. Pour avoir collaboré avec vous, je sais que ce sont vos vraies identités. Donc, en plus, vous n'avez pas de teinture, toi, tu as l'uniforme de Daddy pour entrer dans ton personnage. Welfare n'a pas besoin d'uniforme, à part de bien se saper pour nous rappeler à quel point il est Brazzavillois. Voilà un peu. Mais... est-ce que vous avez des univers, c'est-à-dire que vous avez une ligne éditoriale, c'est-à-dire que votre humour à vous, et ça va pas être, ça va être, bon, on va dire 70% Daddy, mais toi c'est du 100% Daddy, mais du Daddy que tu disais une église ouverte. C'est pas rien, c'est bien. C'est pas rien, c'est bien. Voilà. Maintenant, Welfare, tu vas être sur des moments, des séquences de vie, de ce qu'on vit, mais moi, la question c'est, est-ce que vous, dans vos écritures, parce qu'il faut rappeler aux gens ce que vous faites quand on fait du stand-up, je t'ai vu écrire, lire, répéter, je t'ai vu lire, écrire, répéter. Les gens se disent que tu te réveilles un matin, non, vous écrivez vraiment, vous avez des idées, vous vous inspirez un peu de tout, de ce qu'on dit, de ce que nous, autour de vous, on dit. Mais est-ce que vous avez une espèce de catégorie, d'univers? Par exemple, genre musical, c'est très facile. Couper, décaler, et ça zouk côté, zouk, et ça peut ndomboloté, ndombolo, et ça. Est-ce que vous avez ça en comédie? Oui, il y en a. Je pense qu'il y en a. Vous avez ça dans l'humour? Je pense qu'il y en a parce que quand tu vois certains humoristes, pour les citer, par exemple, on sait que Boukari est connu
pour raconter des histoires, mais de façon très décalée, en inventant des trucs qui peuvent même pas exister, avec un langage, voilà, je sais pas où est-ce qu'il... Et après, à côté, tu as, par exemple, Paul Mirabel, qui, quand il fait son garçon faible, son truc, il est garçon faible, marginalisé. Et tout, voilà. Oui. Mais tout se joue sur son visage, tout se joue sur ce qu'il sort. Voilà. Tu as Dimo qui fait pareil. Après, à côté, tu as aussi des artistes qui sont très gesticulants, très bruyants sur scène, comme les Rachid Badouri, qui il peut pas te faire un sketch, il est seul, il est tranquille. Et il doit toujours bouger, il doit toujours aller dans tel ou tel sens. Et je sais que il y a des artistes, quand il écrit, si tu le ramènes dans un autre, c'est pour ça que beaucoup ont du mal, parce que quand il se met à travailler avec un metteur en scène, par exemple, qui évolue en Europe, il se met à travailler avec un directeur artistique qui évolue en Europe, qui connaît qui est familiarisé avec l'univers européen et tout ça. Dès qu'il travaille avec un gars qui est habitué à faire en Afrique, avec nos modes, nos façons de faire, parfois quand il donne une certaine directive à l'artiste, parfois cet artiste a du mal. En musique encore, ça peut passer. Même en musique, c'est un peu difficile. Parfois, il a du mal à s'adapter parce que le directeur artistique, veut qu'il joue dans ce sens-là, parce que pour lui, c'est ça la meilleure façon de faire. Peut-être même involontairement, il le dit, mais il te ramène dans un coin où tu n'es pas à l'aise. Et auquel tu n'es pas habitué. Donc, lui, c'est sa façon à lui de travailler. Mais toi aussi, en tant qu'artiste, tu as ta façon à toi de travailler. Moi, par exemple, quand je me mets à écrire un sketch, je ne l'écris pas, je vais dire, je commence par un sketch en écrivant, je vais dire ça, non. C'est une idée directrice. Par rapport au contexte, par rapport au contexte, par rapport au lieu, par rapport au public, par rapport au temps, je mets l'idée directrice, je commence à prendre toutes les idées qui viennent un peu ici et là. Parfois, quand je répète un spectacle, je prends juste les idées directrices de ce spectacle-là, de chaque paragraphe ou de chaque sketch, je me mets à travailler. Mais parfois, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire non, pour écrire un sketch, il faut que tu choisisses un thème d'ailleurs. Tu choisis un thème et tu commences introduction, développement, conclusion. Ok, mais moi, j'aurais du mal à faire ça. Dans un premier temps, j'aurais du mal à faire ça. Parce que, c'est pas ma façon à moi de travailler. Moi, je mets les idées en pagaille et je commence à les réunir petit à petit. Au fil du temps, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois même. Mais toi, tu vas me dire de commencer comme si je faisais un travail de dissertation sur place. Comme ça, je viens là. J'aurais du mal à bosser dans ce sens-là. Donc, chaque artiste a un peu sa façon à lui de travailler. Vous allez dire à Herman, prépare-nous un sketch sur tel thème. Il a sa façon, il sait comment il va aborder, il sait d'où va partir son idée principale et où est-ce qu'il va avoir les arguments qui vont accompagner ces idées principales, cette idée principale. Ça tombe bien parce que Herman est juste à côté. Welfare a dit quelque chose de très important. Chacun à sa manière. L'écriture, en fait, dépend d'une personne à une autre, d'un humoriste à un autre. Moi, par exemple, c'est comme il l'a dit, en fait. Ça dépend. Il y a des moments où je pars d'une phrase. Pas la phrase, elle est bonne, elle a un peu d'humour, mais je me dis ça, c'est développable. Non. Une phrase et tu la développes. Oui. Un sketch peut partir d'une phrase. Tu as une phrase, tu en fais un sketch, et des fois, même un one-man show, en fait, ça peut partir d'une phrase. Tu sens vraiment, non, ben ici, il y a à boire et à manger. Tu prends, tu pars. Je ne suis pas aussi de ceux qui vont d'un thème pour écrire un sketch. Non. Le plus souvent, je pars d'un mot, d'une phrase, d'une idée. D'une situation aussi, parfois. D'une situation, en fait, c'est tout ça. D'une situation, d'une observation, en fait, pour sortir un sketch. Mais il y a des moments où il y a un thème. D'accord. C'est-à-dire que le client t'impose un thème. Voilà. Par exemple, j'ai Levé de fonds. Kabal Solo qui nous appelle, dit, écoutez, nous on a un truc, on organise, Abdul, j'organise un truc, et le thème, c'est ceci. Welfare, Herman, jouer avec ça. En ces moments-là, tu réfléchis en fait sur base du thème et sur base de tout ce qui entoure le thème en fait pour arriver à trouver quelque chose. Mais après, il y a des fois des thèmes qui sont attirants. D'accord. L'émancipation de la femme, par exemple. Je me dis,
Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Donc, tu y vas, tu sais trouver en fait des idées et chercher quelque chose. Mais tu parlerais plus facilement de l'émancipation de la femme si tu arrivais à trouver quelque chose de rigolo sur l'émancipation de la femme. D'accord. Ça sera ça sera plus facile pour toi de sortir un sketch sur l'émancipation de la femme quand tu pars d'une idée drôle sur l'émancipation de la femme que de partir de l'émancipation de la femme pour sortir un sketch. Je sais pas si vous allez faire. Parce qu'il y en a, pour compléter ce que Herman dit, il y en a qui écrivent en voulant automatiquement mettre le rire dès le début. C'est-à-dire que j'écris. La première fois, ça doit faire rire. La deuxième fois, ça va faire rire. Est-ce que c'est pas conditionné, ça, que j'ai entendu parler d'une règle dans l'humour, je me permets de te couper, c'est le spectateur doit rigoler toutes les 30 secondes. Oui, à la base, c'est ce que faisaient les Américains quand ils ont commencé avec les comédie clubs, le stand-up et tout. Mais ça, c'est intéressant quand tu fais un seul sketch, par exemple. Mais quand tu fais un spectacle d'1 heure, c'est difficile de faire rire les gens. Toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes. Attends, il y a la mise en situation, il faut prendre en compte. À un moment donné, même le public ne va plus rire. C'est ça que je voulais dire. Voilà, il ne va plus rire parce qu'il a tellement rigolé. Il y a des blagues qui sont drôles, mais qui vont passer comme ça. C'est pour ça que parfois, quand il s'agit d'un one-man show, dans 1 heure, 1h30, tu vas voir, l'artiste, il prend une pause, il va boire de l'eau, il va réfléchir, il va essayer de prendre son temps pour permettre au public de souffler et de repartir à zéro. Voilà. Donc, ce que je dis, il y a des gens, il écrit, et déjà en écrivant, il veut que ça fasse rire. Il y en a, il écrit, j'écris, je trouverai ce qui va faire rire après. D'accord. Qu'est-ce qui est mieux alors? Alors, moi, dans les deux cas, en tout cas dans les deux cas, comme a dit Herman, je préfère avoir au moins quelque chose qui fasse rire dès le début. Herman, tu partages le même point de vue? Bien sûr. Pourquoi? Parce que, voilà, vas-y. Parce que si tu te dis j'écris et après je cherche ce qui va faire rire, tu peux damer les gens en voyant ça, ils se disent bon, c'est facile et tout, mais tu peux passer beaucoup de temps sur en train de fouiller ce qui va faire rire, mais tu n'en trouves pas. Ou encore, tu en trouves, mais ça ne te convainc pas toi-même. Or, une blague doit te convaincre toi-même d'abord. Te faire rire toi-même d'abord. Pas forcément faire rire. Pas forcément faire rire aux éclats, par exemple, même faire sourire ou faire rire mentalement. C'est-à-dire que toi-même, tu dois sentir la blague avant de la présenter au public. D'accord. Donc, tu peux te retrouver là, tu as écrit ton truc, mais tu ne trouves pas ce qui va faire rire dedans. Tu essaies de chercher, non, rien. Donc, c'est un peu, vraiment, ça varie, quoi. Il y a des moments, paf, tu peux trouver un truc et tout. Bon, nous, à l'époque, par exemple, quand on était à Brazza Comedy Show, on s'était donné ces exercices-là. Chaque fois qu'on venait à la répétition, chaque artiste, on avait un petit exercice qu'on faisait. Chacun, on appelait ça les 1 minute. Chacun, Herman donne un thème. Chacun doit dire un truc d'1 minute drôle sur le thème que Herman a dit. Sur le champ, c'est chaud parce que lui il donne son thème, il dit, je sais pas, il dit la nourriture, la bouffe, et on est là, on danse, on fait un peu de sport. Chacun doit dire un truc drôle, donc c'est à tour de rôle, c'est à toi. Dis un truc par rapport à la bouffe. Bah tu cherches, parfois ça marche pas. Parfois, ça ne marche pas sur le coup, mais c'est un exercice très capital parce que ça te permet d'être bon en improvisation, de préparer le cerveau à la réactivité. Chaque fois qu'il y a un truc, c'est pour ça que tu vas voir, il y a des artistes sur scène, dès que quelqu'un dit un truc, il bondit dessus. Il sait qu'est-ce qu'il va dire. Exactement. Le cerveau est habitué à travailler, à trouver quelque chose, comme si c'était préparé. Alors que non. Herman, tu fais aussi des exercices comme ça? Bien sûr, bien sûr. La réaction, en fait, préparer le cerveau, en fait, à une réaction instantanée, mais aussi réussir, en fait, sur un sujet, c'est quelque chose de très important, surtout dans l'humour. Parce qu'à la différence d'une pièce de théâtre, par exemple, dans l'humour, il n'y a pas de mur entre les stand-uppers et les publics. Donc, c'est pas comme en théâtre, tu joues ta pièce, même s'il y a quelqu'un qui crie dans le public. Hey, hey, hey. Mais tu dois continuer. Oui, tu dois rester sur ton texte parce que tu ne peux pas improviser. Voilà, ça c'est du théâtre. Mais dans l'humour, il n'y a pas ces murs-là. Donc j'ai fait mon sketch. Si Elfar est dans le public, il dit hey, tu déranges.
il y a deux possibilités, il y a deux cas. Soit tu préfères rester calme, les gens vont rire sur la réaction de Welfare. Dans 1 minute, dans peu de temps, il va te voler la vedette. Soit tu dois lui montrer que c'est toi le boss. Il est venu pour rire et il a payé pour te voir. Donc, du coup, tu dois réagir et ta réaction doit être plus forte que la réaction de Welfare. Voilà. Et à ça, en fait, les cerveaux doivent vraiment se préparer. Parce que si tu réagis et que ta réaction n'est pas plus drôle que la réaction de Welfare, ben, tout de suite, tu mets Welfare en confiance. C'est ça. Il va attendre encore un moment, tac. Et à un moment, le public peut même se retourner et dire ben, on a les gars le plus drôle ici. D'autres personnes peuvent faire la même chose. Voilà. Aussi. Donc, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas Welfare. Quelque part dans la tête, je considère les publics comme un adversaire. Je l'ai dit, j'explique. Je considère les publics comme un adversaire. Et l'adversaire, il faut le faire douter dès le départ. C'est-à-dire, il te sent et te dit attention, ces gars, c'est que ça vient. Pourquoi? Parce que quand tu montes sur scène, les publics t'attendent. Surtout quand c'est un public qui ne te connaît pas. Mais quand tu montes sur scène, on sait que c'est Welfare. À Brazzaville, il a déjà tout prouvé. Donc, il peut entrer facilement. Les gens, il a commencé. On dit que c'est Herman Ami Cyber, on le connaît, donc le gars est drôle. Mais quand tu te retrouves face à un public inconnu, c'est qu'eux aussi te considèrent comme un adversaire. En fait, ils te disent, on va voir de quoi il est capable. Donc, si tu rates ta première minute, ça devient chaud pour toi. La première minute, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la mise en confiance. D'accord. Elle te permet de prendre confiance, en fait. Dès le moment où le public crie, tu te dis, OK, je suis prêt. Parce que pour un humoriste, commencer la première minute, il n'y a rien. 2, 3, plus tu avances, plus tu commences à douter. C'est fini, tu sors de ta zone de confort. Et là, tu te perds. D'accord. Welfare, tu as mentionné le Brazza Comedy Show, c'était tes débuts à toi. Ouais. Alors, tu as commencé comment? Brazza Comedy Show. Moi, je voulais faire de l'humour. Je voulais faire de l'humour parce que je voyais les spectacles à la télé. Et il n'y avait pas... Je ne savais pas comment commencer, par où commencer, mais je faisais déjà le conte. Je racontais des histoires... c'est un peu plus, comment je dis, traditionnel. On le faisait au village et tout. Dans un village, il y a un monsieur et tout. J'avais l'habitude de faire ça. Et parfois, je balançais quelques blagues qui faisaient rire et tout. Mais je voulais vraiment faire du stand-up. Et donc, un jour, je suis chez moi posé, je vois à la télé une annonce. Et donc, je veux dire, de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui avait envie de créer un groupe avec des humoristes, un peu comme à la Jamel Comedy Club. Oui. Voilà. Mais il n'avait pas d'humoriste. Et cette personne, c'est Junior. Donc, il fait passer une annonce à la télé. D'abord, il réussit à mettre la main à 2-3 jeunes. Et après, il fait une annonce à la télé, comme quoi il y a la création d'un groupe voilà, d'humour pour faire du stand-up, comme Patson, comme Jamel et tout. Moi, je vois ça, je dis, c'est intéressant. Et c'est là que j'intègre le groupe. Donc, je commence avec Brazza Comedy Show. Bon, au départ, c'était de l'amateurisme, dans le sens où on faisait beaucoup plus, la reprise des sketchs d'autres personnes. D'accord. Des gens connus, tout ça. Mais qui sont dans d'autres cieux, comme ça, on vous voilà, voilà. En fait, c'est ça. Le temps qu'ils viennent découvrir que c'est la blague d'un tel... Trop tard, c'est déjà passé. Parce que même au Congo, les gens n'avaient pas cette culture-là de stand-up. Exactement. On voyait le théâtre, les gens comme les Fortunés Bateza, les ZM et tout, ils faisaient... du one-man show, mais... Version théâtre. Version théâtre, voilà. Version théâtre. Donc, nous, on venait un peu avec ce truc-là, mais on a dû bosser, comme je dis. Voilà pourquoi j'ai parlé des exercices qu'on a eu à faire et tout. Aller sur Internet, télécharger des trucs. Voilà. Donc, on commençait à enregistrer des émissions et les diffuser sur une chaîne de la place. Une chaîne de la place, voilà. Donc, ça s'est bien passé, les gens, de plus en plus. Mais au départ, c'était très chaud parce que pour emmener quelqu'un venir te suivre, c'était compliqué. Je me rappelle, j'étais là. Voilà. On emmenait les amis, tout ça, on négociait pour que quelqu'un vienne. Je me rappelle, il y a des amis même à qui je payais le transport pour qu'ils viennent. À la fin, tu lui donnes encore quelque chose pour la motivation. Comme ça, prochainement, il revient. Incroyable. Mais... au fur et à mesure, on a pris goût. Ouais. On a pris goût et chacun évolue selon la considération qu'il a donnée à
à son boulot. Comme on dit, l'art te donne ce que tu lui demandes, ce que tu lui donnes, en fait. Il te rend au centuple ce que tu lui donnes. D'accord. Donc, voilà un peu... pas ça comme une chose, c'est la maison. On est né dans ça. D'un comédie club à un autre, toi aussi, tu as commencé par un comédie club. Bien sûr. Mais déjà, c'est que moi, la première fois que je me présente à ces comédie clubs, qui est le Boom Comedy Club, Welfare connaît très bien, c'est que j'y vais pas comme acteur, mais comme spectateur. Oh. Oui, moi j'y vais en fait parce que j'y vais avec quelqu'un, il y a une amie qui me dit, bien écoute, on va aller rire, on stresse un peu, on va aller rire. J'ai dit, ok, ça va. On part et dans chaque comédie club, ça commence toujours, tout comédie club commence par des open mic. Ok. Open mic, c'est un micro ouvert comme ça. À tout le monde, même au public. Dit, surtout au public. Tu as une blague à raconter, ben viens, on va rire ensemble. Et ces jours-là, il n'y a personne. Les Boom Comedy Club avaient invité Abel Boala, qui venait de Kinshasa. Voilà. Il n'y a personne. Et mon ami qui lève la main, je connais la fille, je sais que celle-ci, elle est drôle. Je me dis, ben, qu'est-ce qu'elle va raconter? Quand on ramène le micro, elle dit, ben, c'est pas moi. Non. C'est lui. Il est assez timide pour prendre le micro. Non. Et le public applaudit directement. Ah! Il dit, ben, vas-y. Il dit, vas-y, tu vas sortir un truc. Ben, je passe devant, je sais plus, j'ai dit presque n'importe quoi. À l'époque, qu'est-ce que j'ai dit? Les comédie clubs étaient à côté d'un restaurant. Les comédie clubs étaient à côté d'un restaurant. Je suis là, j'arrive timidement, le public applaudit, je me dis, je vais dire quoi? Welfare venait de dire, c'était la capacité, le cerveau qui doit réfléchir. À la seconde. À la seconde, en fait. Mais très rapidement. Très rapidement pour sortir quelque chose. Alors, j'ai dit, écoutez, à la base, nous, on n'est pas venu pour le comédie club. On n'est pas venu pour le comédie club. C'était un rendez-vous galant. Donc, on était juste au restaurant à côté. Quand on nous a rapporté les menus, je n'avais pas suffisamment d'argent. Le gars qui arrive, je lui montre le menu, j'ai dit, écoute, moi, je n'ai pas assez d'argent. Il m'a dit, tu as combien? J'ai dit, je n'ai que $10 sur moi. Il m'a dit, ah, mais malheureusement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un comédien à côté. L'entrée, c'est $5. On est à deux, $10. Ben, on est à l'intérieur en train de se Tu les as conquis. J'arrive pas à comprendre encore l'importance de ce que j'ai dit. Mais elle le voit autrement. Elle le voit autrement. Elle dit à Benjamin Kaitere, qui était le coordonnateur du Boom Comedy Club, elle dit, la prochaine fois, garde-moi ces gars, je vais les revoir la prochaine fois. Oh, qui dit ça? Qui dit quoi? Abel Boala, qui dit au coordonnateur du Boom Comedy Club, il dit, la prochaine fois que je vais revenir, je vais revoir ces gars, garde-le-moi. Oh. Et après, le gars me dit, ça te dirait de faire l'humour? Je le faisais déjà bien avant, mais pas professionnellement, en fait. Et pas engagé, en fait, où je me dis, ben voilà, moi, je suis stand-upper. Non, je suis juste un gars passionné, quelqu'un qui aime partager la bonne humeur, les ondes positives. J'aime, en fait, qu'il y ait de la gaieté, en fait, là où je suis. Donc, j'étais un gars comme ça. Mais après, quand il m'intéresse comme ça, ben moi, je me dis, ça serait cool. Ça serait cool. J'adore ça. Moi, j'aime voir les gens rire. Ben, ça va, on va y aller comme ça. Mais j'avais déjà un boulot avant. D'accord. Donc, j'ai bossé déjà avant quelque part. Mais après, je commençais à combiner les deux. Okay. Comme on dit, on ne suit pas deux livres à la fois. C'était très compliqué pour moi. C'était devenu très compliqué pour moi parce que je commençais à prendre l'humour au sérieux. Or, il ne faut pas prendre l'humour au sérieux. Mais quand tu prends l'humour au sérieux, ben, ça se laisse venir et puis après. Donc, j'étais obligé de choisir. À un moment, j'étais vraiment obligé de choisir. Entre mon travail et l'humour. Et l'humour. Eh bien, la passion avait pris raison sur la raison. J'ai choisi l'humour. Au début, peu ont cru à moi, surtout dans mon entourage. Peu, en tout cas, je le dis. On t'a critiqué comme ça, même par tes propres amis. Ah, les gars, il a laissé son boulot pour être... On donne toujours des exemples de nos vieux qui ont fait la comédie, ou encore qui faisaient la comédie. On dit, ah ben... Il a laissé en fait son boulot pour être Saï, par exemple. Il a laissé son boulot pour être Saï. Il a laissé son boulot pour être Zembela, c'est un vieux père de chez nous. Mais après, j'étais focus. J'ai choisi l'humour d'abord, pas pour l'argent, non, mais pour la passion en fait. J'adore, j'aime l'humour. J'aime voir les gens rire. J'aime partager la bonne humeur, comme je venais de le dire. Donc, je choisis, c'est un choix que je fais. C'est ma mère qui m'encourage. C'est ma maman qui va me dire, écoute, je suis ta mère et je suis censé t'accompagner en fait dans tes choix. Si tu sens en fait que c'est ça que tu veux faire comme métier, vas-y, mais fais-le avec amour et détermination. Des paroles très réconfortantes. Ça m'a permis de voir autrement en fait les choses. J'y vais, je m'engage comme ça dans l'humour. Mais avec l'avènement de la Covid,
ça va changer en fait autre chose. Comment ça? Pourquoi? Parce que avant, j'ai la première scène au Louboum Comedy Club, professionnellement parlant, en 2018. D'accord. C'est en 2018 où je monte pour la première fois sur scène et on me paye $200. J'étais là, je pense, en 2018. 2018. Ouais. Tu étais là, il faut arrêter à Lubumbashi. On me paye $200. La société où j'ai travaillé avant, j'étais serveur en fait dans un casino. On me payait $126 le mois, bien sûr. Incroyable. Oui. On me payait $126 le mois. J'ai fait une première scène, j'ai $200. Tu me dis, oh, donc je peux faire de l'humour, je peux avoir $200. Non mais c'est bon. Mais après, faut pas oublier en fait que l'humour, c'est pas chaque fois. Non, mais peut-être vous avez le Louboum Comedy Club organisé peut-être une fois à l'année, le grand festival. Et peut-être après 4 ou 5 mois, en fait, vous avez un comedy club. D'accord. Et pendant ces temps, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça, on s'est dit, démarque-toi. Quand tu as l'occasion de monter sur scène, tu as des gens qui te voient et ce sont ces gens qui peuvent t'inviter pour prester peut-être dans des fêtes de mariage, dans des anniversaires. Et c'est là que tu peux te trouver un petit $50, $100, $200 qui peut t'aider à tenir. Mais avec l'avènement en fait, de la COVID, c'est que ça bloque tout. On ne sort plus. On est coincé à la maison. Nous, pour manger, nous, pour se retrouver, on a besoin de réunir le public. Et là, on vous dit, on ne peut plus voir plus de 20 personnes ensemble. Ça devient difficile. Il faut réfléchir, en fait, d'une autre manière. Moi, la réflexion est partie de là. C'est de là que tu t'es dit, comment j'ai fait maintenant pour professionnaliser ce que je sais faire? Comment faire pour gagner de l'argent autrement? C'est comme ça que je me suis retourné vers les réseaux sociaux. D'accord. On me parle de TikTok. Il y a un réseau social qui vient d'arriver, TikTok, il faut faire ceci, faire ceci. Or qu'avant, je n'étais pas un gars des réseaux sociaux, non. Mais tout de suite, tu n'as pas de choix. Tu dois fidéliser ton public. Et déjà, moi, c'est les débuts. Je n'ai pas encore un grand public. Les peu des gens qui te suivent, tu dois faire de ton mieux en fait, pour les fidéliser. On s'élance sur les réseaux sociaux. J'ai créé un compte TikTok. Je vais voir un compte Instagram que j'ai utilisé depuis longtemps, mais où je n'étais pas actif. Je vais voir un compte Facebook. Et là, on commence en fait, à créer des vidéos, à créer des petits trucs. Je l'ai dit très souvent, j'ai dit, le début n'est toujours pas facile. C'est pourquoi j'ai dit, au courage de commencer, il faut vraiment y joindre la force de persévérer. Quand tu es objectif, tu sais où tu vas. Tu ne vas pas te limiter en fait sur les obstacles. Surtout pas les premiers. Parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et entoure-toi des gens qui vont t'encourager. Ça, c'est très, 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 très important en fait. Parce que mal entouré, ça ne te permettra pas en fait d'aller loin. C'est vrai. Je commence, le début est très difficile, très compliqué. À peine tu peux publier une vidéo et trouver 2 commentaires sur une vidéo. Incroyable. 2. Très difficile. Il fallait une orientation. On a parlé de ça en fait. Oui. De l'univers. Catégoriser. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est que un jour, j'ai publié une vidéo où j'ai taquiné en fait les femmes. C'est parti d'où? C'est parti toujours d'une observation. Je suis sur WhatsApp plutôt. Je vois une amie avec laquelle on a étudié, publié sur ses statuts. Nouvel arrivage, voilà, passez vos commandes. J'ai dit, la fille, nous on a fini. Comme depuis qu'elle est venue. Donc ça m'a fait rire. Et je sors une vidéo, j'ai dit, on vous conseille, prenez vos études au sérieux. Vous pensez non, qu'on était des méchants, voilà. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es devenu commerçante en ligne. C'est toi, on peut lire que sur tes statuts, passez vos commandes. Passez vos commandes. Quoi? Nouvel arrivage. Astuce pour finir bouton. Et toi, aujourd'hui, tu deviens docteur. C'est quoi j'ai publié un truc comme ça. Tout de suite, les gens se sentent visés, en fait. Et ça réagit. J'ai publié une vidéo, je reviens comme ça, j'ai 20, 30 commentaires. J'ai dit, moi, Herman Amis, 30 commentaires sur une vidéo. Mais c'est fini. Et j'ai compris, en fait, là où il fallait, la direction qu'il fallait prendre. Je me dis, OK. Il faut aller sur la réalité, sur les faits sociaux, ce qu'on vit. Parle de ce qu'on vit et tu vas voir. Je suis parti de là au fur et à mesure, voilà, des sujets, les noms des femmes à éviter, des vidéos comme ça. Et parti de là, en fait, pour créer mon royaume. Toi, Internet a été le déclic pour toi. Voilà. Surtout la COVID. Surtout TikTok, beaucoup plus. TikTok, TikTok parce que c'est parti de là. C'est parti de TikTok. Et après, ça nourrit Instagram et ça nourrit Facebook. Et ces 2 réseaux sociaux-là, je leur dis tout le temps, ils doivent commencer à dire merci à TikTok à chaque fois. Je comprends. Et toi, le déclic, c'était quel moment? Alors, moi, c'est...
Bah, je veux dire, quand j'ai commencé avec Braza Comedy Show... Il n'y a pas encore de déclic, c'est les débuts, c'est difficile, c'est dur. Mais à quel moment ça commence à prendre? Après, j'enseignais aussi. Moi, j'enseignais dans les écoles privées. D'accord. Parce que j'étais sorti de l'école normale supérieure, je n'étais pas recruté à la fonction publique, donc il fallait enseigner dans les écoles privées et tout, mais j'aimais pas. D'accord. J'aimais pas, j'y allais juste parce qu'il faut aller, ou parce que je devais avoir quelque chose à la fin du mois et tout. Donc il y a des jours comme ça, je voulais pas aller enseigner. Je voulais pas parce que... Tu enseignais quelle matière? J'enseignais l'anglais et le français. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais donc, le français, oui. Non, le français, oui. L'anglais aussi, ouais. Ah, ok, d'accord. L'anglais aussi. Mais tu sais que tu es très sérieux? Non, je suis sérieux. Oui. C'est ce que j'ai fait. Mais chaque fois que j'en parle, les gens ne prennent pas aussi. Est-ce qu'il y a des vidéos, des photos que tu enseignais? Welfare Kaya je dois avoir... est un enseignant. Moi, je doute pas en fait qu'il soit enseignant. Parce qu'il a Je doute pas qu'il soit enseignant. Moi, je suis sur la matière. Ok, la matière. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, beaucoup de gens, quand j'en parle, ils ne prennent pas ça. Ils disent, ah, tu mens. Mais c'est vrai, je suis sorti de l'ENS. D'accord. Et donc, quand j'enseignais, je sais que les profs d'anglais, à la base, ils suscitent pas trop d'intérêt au niveau des élèves. Mais j'avais quand même cette petite chance-là d'avoir des élèves qui m'aimaient, pas parce que j'enseignais l'anglais, mais parce que de temps en temps, je racontais des histoires, on riait dans la classe et tout, on m'appelait Yawelfa. J'aimais pas parce que dans chaque classe, tu as toujours un idiot, tu as toujours un élève qui t'énerve, tu sais pas pourquoi. Il sert à rien. Et parfois, il n'est pas fort. Tu le vois, mais tu l'aimes pas. Juste comme ça, tu l'aimes pas. Donc moi, il y a des jours, je vais pas. Mais j'avais une copine, ma petite amie, un peu plus âgée que moi. Elle avait... À l'époque, toujours. Ouais, à l'époque, elle avait... des boutiques d'habillement. Elle avait des boutiques d'habillement. Oui, c'est ça qui met sur WhatsApp, là, nouvel arrivage. Elle avait des boutiques d'habillement, mais en fait, c'est une Centrafricaine. Son papa avait quand même des moyens. Et quand il y a eu la guerre en Centrafrique, elle est venue ici et tout. Elle a lancé ses business. Mais elle m'aidait beaucoup, elle me soutenait. Mais elle savait que je n'aimais pas ce que je faisais. D'accord. Donc, c'est pour que j'arrête d'enseigner. Il a fallu qu'elle me dise que je trouve que tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu aimes plus l'humour plus l'art que ce que tu fais. D'accord. Mais non, ce que moi je te conseillerais, si tu continues d'enseigner alors que tu n'aimes pas, tu vas t'auto-détruire. C'est vrai. Tu vas te détruire et puis tu vas faire que t'enfoncer. Donc, ce que moi je te propose, c'est en attendant que ton humour marche, soit tu bosses avec moi et moi je te fais un salaire en tant que collaborateur et tout, voilà. Eh ben dis donc. Donc moi j'étais avec elle et tout, elle me payait, voilà, c'est ma petite amie mais elle me faisait un salaire. Et bon, après avec Braza Comedy Show, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour attirer un peu plus d'attention au niveau du public congolais. Donc on a organisé une sorte de battle. Le nombre d'humoristes qu'on était, il faut qu'on fasse une sorte de battle ensemble, voir avec un réseau de téléphonie mobile ou un sponsor qui va essayer de mettre les moyens, que ça soit diffusé, que les gens votent pour voir qui va gagner et tout. Ça, les gens vont chercher à voir. Surtout que là, c'est moi qui gagne. Donc, une fois que je fais ça, on finit de faire, ça a l'engouement que ça, mais pas toujours ça. Pas toujours ça, pas national. Voilà. Il y a le festival Tousseo qui arrive, et Lauriate, comme elle avait vu cette compétition-là, c'est elle qui me propose de participer au tournage de Tousseo. Non, avant même Tousseo, je crois qu'on a organisé aussi un spectacle. D'accord. Voilà. On s'est dit, on fait un spectacle grand public. Bon, grand public, c'était 200 places. À la préfecture, je crois 100 et quelques places et tout. On fait un spectacle, on met le prix à 5 000, on vend les tickets et les gens vont venir. Donc, on le fait. On fait à 5 000, personne n'achète les billets, mais on garde le prix 5 000. On dit, vous pouvez négocier jusqu'à 1 000 et quelques. Si quelqu'un te donne 1 200, 1 300, prends.
Mais rester toujours avec l'idée que c'est 5 000. C'est très important. Ouais, c'est ça. Donc, on a fait, c'était une réussite, les gens ont apprécié et tout. Il y a le festival Tousseo qui arrive, je participe à Tousseo. On lance le concept Bonana. C'était un spectacle qu'on faisait. Tous les 31, tous les premiers Non, c'était mi-janvier, pardon. Mi-janvier, en début d'année et tout. À l'Institut français, donc on le fait. Et les gens commencent à venir, ils connaissent de plus en plus. Et tout. Vous étiez les premiers, ça veut dire que les gens ils découvraient en même temps que vous. Oui, c'est ça. Ils étaient en train de. C'était une nouvelle culture pour les Congolais. C'est ça. Maintenant, les gens commencent à me connaître un peu plus quand Valérie Ndongo, un humoriste camerounais, vient à Brazzaville. Il me voit prester à Tousseo. Il trouve que c'est intéressant. C'est là qu'il me dit, je t'emmènerai au Cameroun. D'accord. Donc, on va au Cameroun. Le but, c'est que l'émission soit diffusée sur A+. On fait, et il a eu la malice de faire venir, d'inviter le directeur de magazine de chaîne Canal qui vient assister au spectacle. Il assiste, on lui paye le billet, tout ça, hôtel et tout, il assiste, il trouve que c'est intéressant. Il dit, bon, c'est intéressant, mais il manque beaucoup de choses, la qualité de l'image, c'est pas ça, le son, c'est pas ça, la salle, c'est pas ça, il faut refaire ça. Pour que ça passe maintenant sur Canal. D'accord. Donc, c'est quand ça passe sur Canal qu'à ce moment-là, à ce moment-là, les gens commencent à ah ouais, tout ça, on invite dans des mariages, on invite ici, on invite là. D'accord. Mais tout ça avec toujours... c'est vrai qu'on avait un groupe qui était Brazza Comedy Show, mais à côté, chacun a une stratégie personnelle de réussite. Se disant, bon, moi, je me disais... dans ma tête, bon, je fais des choses et tout, mais il faut que je me démarque dans le sens où il faut qu'on me voit plus à l'extérieur parce que je connais la nature des nôtres. Il y a beaucoup. Pour t'accepter, il faut qu'ils te voient d'abord ailleurs. Donc je dis, ok, on a fait le Cameroun, il y a Canal et tout. Maintenant, il faut qu'on s'exporte. C'est comme ça que, au début, je pense qu'il y a des festivals où j'allais, je payais mon billet. Je négocie avec le gars, voilà, je veux venir, je paye mon billet, trouve-moi juste un logement et tout. Lui, il accepte. Ah ouais, ok, viens. Parfois, il n'y a pas de cachet, tu reviens. Je me souviens une fois, j'ai fait 3 semaines de tournage à Douala, 3 semaines, spectacle et tout. Je suis revenu avec 5 000 francs CFA. Incroyable. 5 000 francs CFA. Mais moi, mon idée était que si les gens me voient plus tourner, ils auront du mal à croire que je ne suis pas payé pour ça. Ils vont se dire, si les autres l'appellent, ça veut dire qu'il est talentueux, ça veut dire qu'il est bon. Nous aussi, on peut l'appeler. C'est-à-dire, tu travailles dur de façon que si quelqu'un t'appelle, qu'il ait envie de te rappeler demain pour un autre projet. Donc, c'est ce qui a fait que, voilà, je suis allé en Europe, je suis participé à une grande émission diffusée en France, Fort Boyard. Tu peux raconter l'aventure de Fort Boyard? Non, on n'a pas le temps pour ça. Dis-moi un peu. Comment on tend vers la fin, donc autant aller sur d'autres questions. Vous savez qu'on a commencé par l'écriture. C'était le premier sujet, le premier sous-thème. L'écriture tout de suite, et puis l'univers de chacun, et puis après les débuts. Donc là, qu'est-ce que vous pensez, vous, en RDC, il y a à boire et à manger. J'aime bien cette expression, surtout quand ça vient de toi. Donc aujourd'hui, Herman Amissi, quel est ton point de vue sur l'humour en République démocratique du Congo? J'ai l'impression qu'il y a maintenant des générations comme dans la musique. Parce que toi, bon, c'est des gens en français, faut se le dire. Le théâtre de chez nous, en RDC, c'est le Lingala. Tu as des gens qui sont connus, mais c'était du local. C'est-à-dire que c'est des gens connus par la communauté de la diaspora, par la RDC. Mais ce n'est pas des gens qui ont fait des prestations au Cameroun. Tu arrives quand même, toi, à circuler. Tu fais beaucoup de pays, tu parles africain. Tu vas faire ta première date le 30 juin 2024 au Casino, seul à l'affiche. C'est pas une invitation, c'est ton spectacle. Tu fais Brazzaville plat craqué avec ton frère Welfa Kaya. Tu es quand même dans une nouvelle mouvance là. C'est la vérité. Ça n'a jamais été fait. Ton parcours, et c'est une exclusivité pour les 200 millions d'habitants. Alors, à vrai dire, je me considère en fait comme une pierre qu'on rajoute à l'édifice. Ah ouais. Je me dis... alors elle brille, hein. Elle est bien cette pierre. Voilà. Je me dis... elle est précieuse. Ouais. Mais si tu les dis, ah ouais, attends. L'émeraude. Voilà, je me considère comme l'émeraude qu'on rajoute à l'édifice.
l'humour congolais a commencé il y a très longtemps. C'est-à-dire c'est un mur qui a été construit avec l'apport de plusieurs. Et aujourd'hui, Herman, c'est un ajout. C'est un ajout, mais peut-être un ajout particulier. C'est peut-être un ajout qui rapporte une différence, qui modernise, qui révolutionne, si on pourrait peut-être le dire comme ça. Je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs en fait qui sont avec moi sur cette liste. Mais c'est ça le combat. Moi, à un moment, je me fixais, je l'ai dit à ma maman, si elle suit cette émission, elle pourra témoigner. Je lui dis, j'ai besoin peut-être qu'au travers Herman Amissi, qu'on respecte un peu plus ces métiers, les métiers d'humoriste. Il y a combien d'années, Welfare, tu pouvais croiser un jeune dans les rues de Brazzaville qui va te dire qu'il rêve de devenir humoriste, comédien? Très rare. Non. Déjà, il fallait avoir quel courage pour dire à tes parents que moi, je vais devenir comédien. Quel papa africain pourra payer des études pour que son fils devienne comédien? Non. Mais aujourd'hui, tu en croises sur Brazzaville. Parce qu'il y a des modèles de réussite. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais devenir comme Welfare. C'est que Welfare a été un modèle de réussite. Est-ce que toi, tu as les anciens dans le métier, peu importe, hein, que ce soit vu de loin, tous ceux qui sont dans le théâtre congolais, t'ont servi de modèle de réussite? Ou pour toi, ont juste bâti le terrain? Parce que la différence entre chez toi et chez nous, c'est qu'en République du Congo, il n'y a pas la culture. Il n'y a pas la culture il y a le théâtre, mais il n'y a pas la culture de stand-up. En RDC, il y avait déjà cet avantage de dire, bon, il y a la culture déjà, c'est dans le sang. Même si ce n'était pas du stand-up, ça reste du théâtre, mais c'était déjà important de savoir que si tu croises vu de loin, il va te faire rire. Tu croises Saïd, il va te faire rire. Et vous arrivez avec le digital. Vous utilisez les nouveaux canaux d'information et de diffusion. Vous arrivez avec le stand-up. Vous arrivez à faire un peu ce que la génération Fally Poupa est en train de faire. Aujourd'hui, rajeunir les choses, moderniser et atteindre encore plus. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu les considérais comme des modèles de réussite ou juste des gens qui ont instauré la culture du rire? Un peu plus instauré la culture. Mais maintenant, aujourd'hui, je me dis, on les a vus devenir modèles de réussite. D'accord. Avant, en fait, il y a ces travaux qu'ils ont eu à faire. Ils ont rasé le terrain. Mais au moment où on a pris, moi par exemple, je vais le dire pour moi, au moment où tu prends la décision d'embrasser la carrière, c'est pas en ce moment-là en fait que tu les prends comme modèle de réussite. Par contre, les modèles de réussite, moi, je les ai pris ailleurs. D'accord. Si j'ai regardé en fait ce qui s'est passé ailleurs, pour toi, c'était ailleurs. Moi, par exemple, le premier comédien que je commence à grave suivre, c'était Agalawal. Ok. C'était l'ambassadeur Agalawal. Ouais. Ce que je me dis, parce qu'à cette période au Congo, certes, il y avait des stand-uppers, mais tu pouvais pas, en fait, moi, je trouvais pas des stand-uppers modèles. Ou encore, j'avais pas la chance de tomber sur ceux qui faisaient très, très bien le boulot. Alors qu'ils étaient là. Il y avait le Félix Kisabaka, il y avait les dauphins, Mboula Matadi. Il y en avait, en fait. Mais c'est que mon regard n'était pas tourné vers eux. J'étais orienté autre part. Et là où était mon orientation, c'est sur ça en fait que je tombe sur Agalawal, les Jamel Comedy Club. Après, quelqu'un peut être bon, je sais pas comment, mais il t'inspire pas. Ouais, il n'y a pas accrochage. Il a un humour en fait qui n'est pas tien. On complète sur la question. Toi, c'était qui ton modèle de réussite? Moi, j'ai regardé tout le monde. Hein. Mais le déclic, en fait, c'était les Ivoiriens avec Bonjour. Bonjour. Avec Bonjour. C'était un spectacle qu'ils faisaient, je crois, une fois l'année, non? Ouais, ils le font toujours. Oui, ils le font toujours. Parce que c'est des Africains qui le faisaient. Et ils racontaient des histoires de chez nous et tout. Et je trouvais ça drôle. Maintenant, combien de fois on a dû copier leur sketch, leurs blagues et tout. Mais après... C'est quand tu creuses que tu commences à voir, il y a des gens qui font ça ailleurs aussi, comme aux États-Unis, comme en France et tout. Quand on voyait les gens faire ça en France, je veux dire, certains ne nous faisaient pas rire. Certains ne nous faisaient pas rire. C'était de l'humour qui n'était pas adapté à vous. Voilà. Okay. Mais vraiment, quand on a vu le mouvement des Ivoiriens, tout ça. Après, nous-mêmes aussi, on a eu des gens qui ont fait ça. Je vais prendre l'exemple de Kabandouji. Voilà. Eux, ils se réunissaient, ils étaient dans des bars, ils racontaient des histoires dans les bars. Matalana, par exemple. Mais au Congo, par exemple, il y a eu comme une cassure après le départ de tous ces aînés-là. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Ouais. Donc, du coup, c'est comme si on recommençait tout à zéro.
Et voilà quoi. Donc après moi, aujourd'hui, je regarde tout le monde. Tout le monde, je regarde tout le monde. Tous ceux qui sont talentueux, je regarde. Je peux toujours trouver quelque chose où je me dis, waouh, il est trop fort. Là, en tout cas, il allait loin. Herman Amissi, aujourd'hui, l'humour paye, oui ou non? Oui. Welfare Kaya, l'humour paye aujourd'hui. Ça paye beaucoup. Ça, il faut même pas dire ça doucement. Donc ça devient, allez, la partie business on a fini avec l'artistique, la partie business. Aujourd'hui, ça paye. Ouais. Et ça paye parce que bon, vous êtes sorti de terre, on va dire comme ça, avec vos débuts très précaires, des difficultés, ainsi de suite. Vous avez fait votre nom. Mais il y a aussi le fait que bon, l'ère du digital rencontre les nouveaux métiers. Dans les mariages et les prestations, des opportunités, il y en a plus qu'avant. Est-ce que pour vous, vous êtes quand même aussi bien né? Parce qu'on va dire que c'est le digital vous aide aussi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Bien sûr. Il n'y avait pas ça. Vous imaginez un peu le succès, par exemple, pour toi, en RDC, de tous ces anciens-là, avec le digital, avec tout ça, moi, je pense que... Ça va être très fort. Ça va être quelque chose comme ça. Oui, il n'y a pas photo. Ouais. Vous êtes quand même bien né à la bonne période, quand même. Ouais, c'est vrai. Hein? Les réseaux sociaux vous aident vraiment. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tu fais une vidéo, on te voit partout. Juste un petit truc, même aux États-Unis, les gens peuvent suivre. Même s'ils ne comprennent pas ce que tu dis, si l'action que tu es en train de faire pendant que tu fais ta vidéo est intéressante, mais tout de suite là, je me rappelle, Jenny, il y a une fille, une Congolaise de la RDC qui danse, elle a fait une vidéo avec une petite fille blanche et tout. Elle s'est retrouvée aux États-Unis sur le plateau d'Hélène. Aux États-Unis, juste avec une vidéo. Donc aujourd'hui, ça va très vite, et c'est pour compléter ce que tu dis, on est bien né. On est bien né, on est né dans une période où les choses vont tellement vite que et c'est vraiment facile pour certains. Après, quand je dis facile, c'est entre guillemets. Je voulais tout de suite arrêter. Non, quand je dis facile, c'est dans le sens où il y a Internet. Voilà. Oui, parce que vous, quand même, vous êtes le pont entre les anciens et les nouveaux, la nouvelle technologie. Mais vous avez gardé le talent, les principes de base, l'écriture, le respect, la bonne éducation. Voilà. Quand je dis facile... La nouvelle génération, comment vous la trouvez? Allez, tous ceux qui sortent nouvellement, là, vous les trouvez comment? Moi, je les trouve un peu perdus, par exemple, au niveau de la télé. Hein. Au niveau des médias, je les trouve perdus. Tous les nouveaux, là. J'ai l'impression qu'on est les derniers. Les derniers gardiens. J'ai vu un film, là, The Whole Guard, les derniers gardiens. Après, la raison est dans l'adaptation, quoi. Comment il s'adapte. S'adapter avec son temps. Nous, on a accepté de souffrir. Voilà. Welfare, ils ont commencé avant nous. On a accepté de souffrir. Welfare avait des invitations. Ils venaient à Lubumbashi où on les payait pendant que nous, on prestait gratuitement. Et c'était un rêve. Lui, il vient d'ailleurs. Il vient de Brazzaville. Ah, ok, tu as besoin de voir comment il va faire. Tu veux le prendre comme modèle. Pour moi, en fait, c'est une très belle occasion. L'occasion n'est pas ratée, en fait, de prester avec lui sur la même scène. Mais maintenant, en fait, je me dis quoi? Est-ce que je dois me focaliser sur l'argent qu'on doit me donner ou je dois saisir l'occasion que j'ai, en fait, de prester avec lui sur la même scène, profiter de ce qu'il sait, mettre en pratique, en fait, quand ils vont partir, pour me forger une image propre à moi? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Est-ce que ceux qui viennent aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils réfléchissent? Non. Ou bien ils voient argent directement? Voilà, en fait. argent directement. Ils sont nombreux comme ça. Oui, parce ils que pensent pour quoi? votre première partie de votre spectacle au Palais Congrès, il y en a beaucoup qui ont demandé à Kabali Solo de décacher. Hein. Ben voilà, ils pensent quoi? Ils pensent sauter les étapes. On voit Welfare réussir, Abdul réussir, Herman réussir aujourd'hui. Ben, on pense en fait qu'on a commencé juste 20 ans. Le matin, voilà. Le matin et à 12h, en fait, on a réussi. Il y a le temps de la sémence et il y a le temps de la récolte. Voilà. Donc les gens, ils veulent récolter sans s'aimer. Sans s'aimer. Et aujourd'hui, tu as des jeunes comme moi, bien sûr, mais quand ils te disent son cachet, ils te donnent son cachet, mais tu prends le cachet, tu le relis au talent. Il n'y a pas mariage. Incroyable. Il n'y a pas mariage. Tu as des occasions, en fait. On vient de faire le palais de congrès devant plus de 1500 personnes. On te donne une occasion comme ça pour vendre ton image. Mais tu vas demander encore qu'on te paye. Exactement. Incroyable, incroyable. On ne refuse pas de payer encore, mais quand ça devient une exigence, en fait, je veux autant. Il y a certains qui t'envoient même leur manager. Manager. Incroyable. L'histoire de manager ici, ça c'est un autre cas. Qu'est-ce qui nous manque à l'humour congolais, aux humoristes congolais, pour avoir justement des initiatives comme Bonjour en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui nous manque, nous, les Congolais? Le grand Congo avec A. L'accompagnement, le moyen. Je ne sais pas si tu mets voilà. autre chose. Je pense qu'il y a le talent. Il y en a qui ont le talent. Pas tous, il y en a qui ont le talent. Mais il manque l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux rien faire
sans les marques, sans l'apport financier, sans le sponsoring. Sans le sponsoring, sans le partenariat, sans quelqu'un qui va t'aider à avoir un bon matériel. Parce que tu peux avoir une meilleure blague du monde. Si tu as un faux micro, si tu as un faux son. Dans une salle où il fait chaud. Voilà. Qui fait chaud, il n'y a pas de clim et tout ça, le public ne va jamais comprendre ta blague ou ne va pas rire à ta blague parce que toutes les conditions sont réunies pour que ça ne se passe pas bien. D'accord. Donc, c'est pour ça que... Les moyens. Les artistes ont besoin des moyens. Après, certains croient que quand un artiste demande les moyens, c'est pour lui. Non, c'est pour tout réunir pour que la soirée soit belle, pour que tout soit du côté positif, que les choses se passent bien. Donc, il y a vraiment ces choses-là. Et je pense aussi la confiance. Parce qu'on a appris à nos sociétés, dans nos sociétés, je pense que les familles ont des responsabilités aussi. On a appris, je veux dire à l'Africain en général, que ce qui vient de l'Afrique n'est pas toujours intéressant. Exactement. Le local content, il faut valoriser plus. Moi, j'ai un ami à côté qui chante, je serai la première personne à me moquer de sa voix. Au lieu de lui dire... S'il n'a pas de talent, on fait comment? Mais s'il n'a pas le talent, il y en a qui peut être inné, il y en a qui peut s'acquérir en travaillant. En travaillant très dur, on peut devenir talentueux. On a 2 exemples très, très populaires de Messi et de Cristiano, où on dit Messi, il est né avec, Cristiano a travaillé très dur pour devenir ce qu'il est. Donc, le talent, quand on l'a pas, on travaille. Même quand on l'a, il faut travailler parce qu'on peut finir par perdre ce talent-là. C'est vrai. Donc, travailler, la confiance en soi aussi, parce qu'il y a plusieurs artistes qui n'ont pas confiance en eux. Si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir la confiance du public qui est venu t'assister. Ils vont voir direct que toi, tu n'es pas confiant, que lui, là, il a peur. Ça arrive que les gens dans le public disent on dit il a peur. On dit il a peur. Herman, il faut aussi peut-être une formation des humoristes avec des stand-up, comédie. Bien sûr, des ateliers de formation, c'est très important. Est-ce que vous arrivez à penser à ça, à mettre ça en place? Oui, par exemple, avec mon festival, les jeunes profitent toujours en fait des ateliers. Les invités, quand on invite les autres qu'on invite, en fait, on organise des ateliers de formation avec des jeunes qui profitent et après on présente sous forme d'une restitution en fait lors du festival. Ces jeunes-là ont l'occasion de faire la première partie du festival. Après tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils vont apprendre pendant les ateliers, ils vont faire la première partie du festival et les invités en fait vont continuer sur la deuxième partie. Donc la formation, elle est un peu plus importante. Elle est aussi plus importante, mais après la formation, ils ont besoin d'espace en fait pour prester. C'est là où on revient toujours sur les moyens. À la question de moyens. Parce qu'il faut créer des espaces d'expression de talent. Oui. Donc les comédie clubs et des espaces organisés. Toujours. Parce qu'on ne peut toujours pas attendre les mariages et les anniversaires. Très très bien. Un dernier mot, monsieur? Merci à Kabali Solo. On se donne rendez-vous, il y a le festival, tu peux faire de la publicité, t'inquiète pas. Voilà, les 17 mai à Lubumbashi, la Grande Croisade du Rire, c'est le plus grand festival du pays. Et les 30 juin au Casino de Paris, le 2e bilan de la surveillance du fleuve après les palais de congrès. Donc Paris, les 30 juin, wesh. Walfa, un dernier mot? Pareil, merci en tout cas. Merci et dire à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le métier de l'humour, il n'y a pas un autre mot ou une autre directive que de travailler. Regarder les autres. Regarder les autres ne veut pas dire copier les blagues des autres. Mais ça veut dire s'inspirer, regarder comment il est monté sur scène, comment il a abordé tel thème, comment il fait ci, comment il fait. Aller à la recherche de l'information. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas apprendre. En humour, ce qui rend facile les choses, c'est les procédés qu'on utilise tout le temps, les procédés humoristiques. Les mêmes trucs qu'on a fait à l'école, la métaphore, ceci, l'hyperbole, toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit il faut chercher à se former, c'est important. Quand on ne connaît pas, il faut se former. Et quand même on arrive à trouver quelque chose, essayez de demander l'avis des autres. C'est important. Parce qu'il y a des artistes, il est venu, il a fait rire 2-3 personnes, il se dit déjà bon, archi bon, et il veut pas essayer de regarder. Ah ben là, on peut être là, parfois tu lui dis comment tu trouves telle blague. Moi quand je vais à Lubumbashi, est-ce que si je dis ça, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? La remise en question. Mais tu as des gens qui ne font pas ça. Donc aussi dire aux gens, faites-nous confiance,
faites-vous confiance. Faites confiance aux artistes congolais. Voilà, on parle du Congo. Faites confiance aux artistes congolais. Il y a du talent, accompagnez-les et on va faire des grandes choses. On va faire des grandes choses. Oui, j'avais oublié quelque chose de très important. À chaque fois que j'ai l'occasion de passer comme ça, j'aime toujours saluer mon bailleur. J'ai profité de l'occasion, ça c'est caméra. J'ai salué mon bailleur, c'est les plus beaux des bailleurs. J'ai un bailleur très beau comme ça, avec sa belle famille. Donc sa femme est très belle. Maman bailleur, il a des beaux enfants. Un bailleur, il a la compréhension. Ça c'est ça la particularité de mon bailleur. Il comprend. Il comprend. Il a un. Donc, il sait se sacrifier. Exactement. L'art du sacrifice. Il comprend, il n'est pas problématique. Voilà. Il a un grand cœur. Papa Bayer, merci beaucoup, Welfare Kaya. Merci beaucoup, Herman Nabissi. Merci beaucoup, Welfare Kaya. Merci beaucoup, Herman Nabissi. Merci à vous. Le riz répare. Ils nous ont bien réparé et vous avez toutes les notions pour vous qui êtes des aspirants à devenir des humoristes. Ben vous avez là tous les éléments, les réponses pour aussi réparer les autres humains ou le public. Merci à vous de nous avoir regardé et écouté. Follow nous. Merci à vous. Merci. On se retrouve au prochain épisode. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. Merci beaucoup. Au plaisir.